L'archipel japonais, composé de 4 grandes îles et de milliers d'autres îles plus petites, s'étire sur 3000 km. Avec une superficie de 380 000 km², il compte 127 millions d'habitants. Une centaine de volcans actifs et une géographie montagneuse ont poussé les villes sur les plaines étroites et les côtes. Sur l'île de Honshu, Tokyo et sa région accueillent la plus grande concentration urbaine du monde. L'intitulé de notre circuit est Japon passé et présent. C'est une capitale moderne que nous découvrons en pénétrant dans Tokyo. Après avoir laissé le bâtiment du Parlement, puis contourné l'esplanade du palais impérial fermée au public, nous partons vers quelques quartiers typiques de la capitale. Le quartier d'Asakusa est celui du Sensoji, le temple bouddhique le plus vénéré de Tokyo, créé au 7e siècle. On y arrive par la rue Nakamise, bordée de boutiques traditionnelles et très fréquentées. De part et d'autre de cette porte d'entrée, les 2 gardiens. Au Japon, les bâtiments, souvent détruits, sont rarement d'époque et ont été construits ou reconstruits au XXe siècle. À ce brûleur d'encens, les visiteurs poussent vers eux la fumée afin de conserver la santé. Le bouddhisme est arrivé au Japon au VIe siècle. Il n'a pas détrôné le shintoïsme, qui est la plus ancienne religion du pays. Et souvent, les pratiques des 2 religions sont mêlées, et les Japonais pratiquent ces 2 religions toute leur vie. Une baguette va tomber, donnant la référence d'un tiroir d'où sera tirée une prédiction. Les Japonais considèrent souvent la religion comme un instrument leur permettant de demander aux dieux d'exercer leurs souhaits. La pagode à 5 niveaux, réplique de l'original, date de 1973. Une pagode est un reliquaire. On n'y entre pas. Les rues aux alentours du temple sont très animées. Retour vers le temple pour voir la sortie d'un mariage.
Les mariés, devant le temple, portent tous les deux le kimono traditionnel de cérémonie. ちょっと失礼します。ごめんなさい。すみません。あ、ごめんなさい。いいですか。失礼します。ここにします。はい。もう一枚いきます。はい。Cet autre quartier, très fréquenté par les adolescents, abrite tout ce qui est branché en matière de mode et de culture. Ici, tout est consacré au manga. Peu de voitures, des flots de piétons. Les Japonais utilisent beaucoup les transports en commun. Après être passé devant le temple Kanneji du XVIIe siècle, nous gagnons le quartier de Yanaka. C'est dimanche, il fait beau temps, de nombreuses fêtes ou manifestations s'y déroulent.
Dans ce quartier, épargné par les séismes et la guerre, de nombreux temples ont survécu, avec toujours un cimetière attenant. Des maisons de bois serrées bordent des rues étroites. Ces petites statues avec un bonnet sont des bodhisattvas qui accompagnent les enfants morts. Retour en traversant le parc d'Ueno, poumon vert de Tokyo. Il attire toute l'année de nombreux Japonais. Le mont Fuji s'élève à 3776 mètres au-dessus du lac Ashi. Sa dernière éruption date de 1707. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant de monter au sanctuaire de Hakode, il faut procéder à la purification. Fondé au 8e siècle, le sanctuaire, dont le torii construit sur l'eau est visible depuis le lac, se cache parmi les cèdres et les pins. Les fidèles, qui se sont au préalable purifiés les mains et la bouche, agitent devant l'oratoire une cloche pour appeler la divinité, puis prient en silence. Des prières, écrites sur des tablettes, sont suspendues dans le sanctuaire. On accroche ici les prédictions qui n'ont pas donné satisfaction. C'est l'heure à présent d'une petite balade sur le lac. Ce bateau qui vogue sur le lac est une réplique de voiliers anciens. Le mont Fuji s'ennuage peu à peu.
Cette zone est une des plus boisées du Japon. Cela a donné naissance à une tradition de marqueterie, souvent utilisée pour des boîtes à ouverture secrètes. Plus de 50 opérations sont nécessaires pour ouvrir ce coffret. Bon appétit. D'accord, si, sûrement. Après un repas japonais typique, nous partons pour Hamanako, 250 km plus loin, au bord d'un autre lac. Nous partons pour Ise où se trouve le site shintoïste le plus vénéré du Japon. Le torii, caractéristique du shintoïsme, marque l'entrée de l'enceinte sacrée. Le shintoïsme est la plus ancienne religion du Japon. Parmi ses nombreuses divinités, l'une d'elles, Amaterasu, est considérée comme l'ancêtre de la famille impériale. D'origine divine donc, celle-ci a toujours été et continue à être très respectée. Ces barils de saké sont des offrandes. Le sanctuaire principal est seulement visible de l'extérieur. Seuls les prêtres y ont accès. Il est détruit puis rebâti tous les 20 ans, suivant la tradition, depuis le 7e siècle. Celui-ci date de 2013. En plus du sanctuaire principal, plusieurs autres bâtiments sont disséminés dans la forêt. On dit un sanctuaire shintoïste, un temple bouddhiste. Dans cet édifice, toujours dans l'enceinte sacrée, ces personnes attendent la cérémonie du thé.
Le quartier ancien de la ville d'Ise ne manque pas de charme. Un peu plus loin, sur une plage, deux rochers, surnommés les rochers époux, reliés par une corde, représentent les dieux parents du Japon. Le chemin pour les atteindre est jalonné de nombreuses grenouilles qui sont autant d'offrandes. L'île Mikimoto est un site célèbre pour la culture des huîtres perlières. C'est Mikimoto Kokishi qui, en 1893, a découvert ce procédé. Une opération délicate consiste à introduire dans l'huître un noyau qui sera recouvert de nacre. Toutes les perles recueillies ne sont pas de qualité égale, et les très belles perles n'occupent que la pointe du triangle. Des plongeuses en costume d'époque montrent comment étaient pêchées les huîtres. Nous découvrons ce soir à l'hôtel des chambres japonaises traditionnelles avec un futon posé sur tatami. Après un moment de détente au onsen, les bains japonais, revêtus du yukata, nous prenons part à un dîner typique japonais. Du riz gluant bien battu constitue un dessert curieux.
C'est revêtu du costume typique que le groupe se rend à Iga pour visiter le fief des célèbres guerriers ninjas. Espions et assassins professionnels du Japon féodal, les ninjas inspiraient la terreur. La demeure, qui leur a servi de QG, contenait bon nombre de panneaux secrets, pièges et passages souterrains. Dans le musée sont exposés les costumes et le type d'armes utilisées. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les Portugais ont introduit les armes à feu. La démonstration des méthodes d'attaque et de défense des ninjas est une occasion de découvrir leur adresse et leur ingéniosité dans le combat. À travers la chaîne des Alpes japonaises, nous roulons à présent vers Takayama, nom qui signifie haute montagne. De vieilles maisons donnent sur la rivière Miya. Le quartier ancien a conservé des rues étroites bordées de maisons de bois, de restaurants et de musées. L'eau pure de la ville convient très bien à la fabrication du saké et les brasseries sont nombreuses.
La maison traditionnelle japonaise est construite en bois et les cloisons, en bois et en papier, sont coulissantes. Les anciennes maisons de marchands avaient des plafonds élevés et des entrepôts. La cour intérieure d'une belle maison de marchand de saké. Un pittoresque marché se tient tous les matins en bord de rivière. Elle retourne elle fait cuire ses petites boulettes. Chaque année, depuis le XVIIe siècle, a lieu au printemps et à l'automne un festival des chars. Une douzaine de chars, richement décorés, défilent dans la ville, conduits par des habitants en costumes traditionnels. Un hall d'exposition permet de découvrir quelques-uns de ces chars. À Shirakawa-go, plusieurs hameaux sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les maisons ont été adaptées au climat.
Construite en bois, sur 2 ou 3 niveaux, avec un toit de chaume pentu qui peut parfois atteindre 1 mètre d'épaisseur, elle n'utilise aucun clou. La maison Wada, de 1573, la plus grande du village, aujourd'hui transformée en musée, permet de découvrir l'intérieur de ces maisons. Le sol est recouvert de tatamis, fabriqués avec de la paille de riz compactée et cousue sur plusieurs centimètres, puis recouverte de jonc. Il y a 2 hôtels côte à côte, un hôtel shintoïste, un hôtel bouddhiste. La décoration, la vaisselle, montrent bien l'opulence de la famille. Le foyer, toujours présent dans les maisons traditionnelles, servait pour le chauffage, la cuisine et le séchage du linge. Les familles s'occupaient souvent, sous les toits, de l'élevage de vers à soie. Au sein du quartier ancien, Higashi, le quartier des plaisirs, fondé en 1820, rivalisait avec celui de Kyoto. Actuellement, une trentaine de geishas vivent toujours à Kanazawa. La balade dans les vieux quartiers est à nouveau l'occasion de rentrer dans une ancienne maison. Kanazawa produit des feuilles d'or depuis le XVIe siècle et fournit 99% de la production japonaise. Le métal précieux, composé d'or et un peu d'argent, requiert des opérations nombreuses et minutieuses pour obtenir la microépaisseur requise. La ville se trouvant au bord de la mer, le marché aux produits de la mer est particulièrement actif. Il y a des nuggets
Les fruits, rares et chers, sont vendus à l'unité. Dans le quartier de Nagamashi vivaient autrefois de nombreux samouraïs. Apparus au IXe siècle pour défendre les possessions éloignées des empereurs, les samouraïs ont fini par devenir plus puissants que l'empereur, qui n'a pas été destitué, il est d'essence divine, mais mis de côté. Les shogunats, des dictatures militaires issues de leur rang, ont conservé le pouvoir du XIIe au XIXe siècle. Le quartier a gardé des façades en terre et des canaux ont été aménagés pendant l'époque samouraï. Ornée de boiseries rares, la maison Nomura permet d'imaginer la vie des anciens seigneurs de la guerre. Au sol, des tatamis. De taille standard, le tatami sert souvent d'unité de mesure. On dit par exemple une pièce de 8 tatamis. La maison est entourée d'un remarquable jardin. Différents objets exposés témoignent du mode de vie luxueux des samouraïs. Le Kenroku-en, créé au XVIIe siècle, est considéré comme l'un des 3 plus beaux jardins du Japon. Le nom signifie jardin des 6 qualités: calme, espace, ingéniosité, présence d'eau, beauté antique, vue splendide. L'élagage des arbres est élevé au rang d'art au Japon.
fontaine est la plus ancienne que l'on connaisse au Japon. Les geishas existent depuis le XVIIe siècle. Ce ne sont pas des prostituées, mais des artistes professionnels qui perpétuent les arts traditionnels. La musique, la danse, le maniement de l'éventail, la conversation brillante. On ne peut apprécier leur art qu'en privé. 3 geishas nous font l'honneur de venir présenter leur talent. La route longe pendant quelque temps la mer du Japon. L'immense gare centrale de Kyoto, très fréquentée, très visitée aussi, date de 1997. Elle accueille entre autres le Shinkansen, l'élégant TGV japonais blanc qui a déjà fêté ses 50 ans. D'aspect futuriste, haut de 60 mètres, le bâtiment s'élève sur plusieurs niveaux par des escaliers découverts agrémentés de jeux de lumière. La gare englobe de très nombreux magasins, restaurants et centres commerciaux. Des espaces à ciel ouvert permettent d'avoir de belles vues sur la ville. Le temple Ryoanji est classé à l'UNESCO depuis 1994. À l'origine maison de campagne, il est devenu un temple bouddhique zen au XVe siècle. On peut voir les appartements privés du moine ou les lieux de réception.
Il est surtout célèbre pour son jardin sec, avec 15 petits rochers savamment disposés sur une étendue de gravillons ratissés pour que le paysage soit entièrement différent selon où l'on se place. Il invite à la méditation. Éclipsé par le jardin sec, le jardin qui entoure l'étang un peu en contrebas ne manque pas d'intérêt non plus. Un chemin bordé d'arbres conduit à un beau jardin avec le pavillon d'or. Édifié en 1394 pour être la résidence d'un shogun, ce dernier a souhaité qu'à sa mort il devienne un temple. Il a été détruit par un incendie en 1950 et sa reconstruction, identique à l'original, date de 1955. Entièrement recouvert de feuilles d'or, il est surmonté d'un phénix en bronze, symbole de pouvoir. D'autres bâtiments sont disséminés au sein de superbes jardins qui s'étendent autour de l'étang, formant un ensemble très harmonieux. Le château Nijō, classé par l'UNESCO, a été construit en 1603. Plusieurs shoguns y ont résidé jusqu'à l'abdication du dernier d'entre eux en 1867 et le rétablissement du pouvoir impérial. Une porte très décorée garde l'entrée du palais. Une superbe frise sculptée d'oiseaux, pans et fleurs orne le dessus de la porte. Le palais comprend 5 bâtiments disséminés dans des cours et des jardins. C'est là que le shogun recevait ses vassaux. Les nombreuses salles, reliées par des passages couverts de bois, étaient pour la plupart des salles d'audience ou des salles de réception. Presque toutes les pièces ont été décorées par des maîtres réputés des XVIe et XVIIe siècles. Les lieux de passage permettaient d'admirer les très beaux jardins. Ce temple bouddhique très fréquenté, fondé en 798, est dédié à la déesse Kannon aux 11 têtes. きます。
La terrasse sur pilotis, construite sans utiliser un seul clou, est hélas en restauration. Les pèlerins viennent nombreux boire l'eau de la source sacrée. Depuis ce temple, on a une vue panoramique superbe sur la ville de Kyoto. Les ruelles qui mènent au temple sont bordées de maisons anciennes de bois et de nombreuses boutiques et échoppes. Les éventails sont des objets usuels et décoratifs. Nous descendons ces ruelles aux rues pavées et nous dirigeons vers le quartier de Gion. C'est le sanctuaire Yasaka qui marque l'entrée dans le quartier de Gion. Ce quartier traditionnel est un quartier de plaisir. Les hommes japonais viennent rencontrer des geishas dans un restaurant, une maison de thé ou une auberge privée. Cette jeune femme est une maiko, une apprentie geisha. Les maiko vivent et sont éduqués dans des maisons de geishas. Il reste environ à Gion 200 geishas et 100 maiko. Sur ce tableau figurent les noms des maiko qui vivent dans cette maison. Même dans un quartier excentré à Kyoto, de nombreux temples sont visibles. Une immense porte marque l'entrée du site qui comporte de nombreux bâtiments au milieu de jardins. L'aqueduc, construit en briques rouges en 1890, de style occidental, appartenait à un projet de construction de canal.
Plusieurs moyens de locomotion, train, puis bus, puis funiculaire, vont nous conduire au mont sacré Hiei, à 848 mètres d'altitude. Au sommet de la montagne se trouve un site bouddhique avec monastère et temple disséminés au milieu de la forêt. Fondé au 8e siècle, il a compté jusqu'à 3000 temples. L'arrivée au belvédère offre une splendide vue sur le lac Biwa, le plus grand du Japon. Notre chambre se présente ainsi le jour. Pour la nuit, il suffit d'étendre les futons sur les tatamis. Quant aux toilettes, elles sont comme en tout lieu du Japon très propres, mais aussi très sophistiquées, avec de nombreux petits boutons permettant d'avoir de la musique, de la lumière, la lunette chauffante ou différents jets pour le lavage. Mais revenons à un domaine plus spirituel. Un moine nous initie à la méditation zazen. 自分の内面としっかりと向き合うということです。 Ça veut dire on est en face de soi-même. On regarde soi-même. Nous devenons aussi experts en calligraphie. Les lève-tôt ont pu assister aux prières matinales et à la lecture des sutras par les moines, avant que l'ensemble du groupe fasse connaissance avec quelques-uns des autres lieux. L'ensemble du site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dès l'arrivée à Himeji, on ne peut manquer le château dressé sur son promontoire. Surnommé château du Héron Blanc, classé par l'UNESCO, il vient juste d'être restauré. Il a été construit dès le XIVe siècle pour la guerre et la défense et protégé par tout un système de douves et d'enceintes et un labyrinthe de portes et passages conçus pour égarer les ennemis. Sur les beaux toits de tuiles figurent les armoiries de famille ayant procédé au fil des siècles à des réparations. Le donjon de bois, très élégant, s'élève sur 5 niveaux, au-dessus de 2 niveaux situés dans le soubassement. À l'intérieur, un escalier en pente raide permet de gagner les pièces de chaque niveau. Pas de décoration. Il s'agissait de lieux prévus pour la guerre.
2 immenses poutres d'un seul tenant soutiennent l'ensemble de l'édifice. Précisons toutefois que le château n'a jamais été attaqué. Au pied du château, le jardin Coco-N a été conçu en 1992 à l'endroit qu'occupait autrefois une demeure du seigneur de Himeji et les maisons de ses samouraïs vassaux. Un grand moment d'émotion avec la visite du Parc de la Paix à Hiroshima. Nous arrivons au niveau du pont Aioi, point zéro retenu pour lâcher la bombe. Le dôme de la bombe A est le seul vestige conservé de l'ancienne ville. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le mémorial des enfants est surmonté d'une fillette aux mains tendues avec une grue volant au-dessus d'elle. Une visite de ces lieux constitue un devoir de mémoire et de très nombreux jeunes viennent accrocher des grues en papier fabriquées par des écoliers. La légende des 1000 grues porte-bonheur est devenue un symbole de paix. La flamme de la paix ne sera éteinte que lorsque les armes atomiques auront disparu de la planète.
Le cénotaphe est érigé en mémoire des victimes de la bombe. Dans l'entrée du musée, une horloge indique le nombre de jours écoulés depuis le bombardement du 6 août 1945 et le nombre de jours depuis la dernière explosion nucléaire dans le monde. Avec des photos, des vidéos, des objets personnels, le musée témoigne de la catastrophe. Un ferryboat nous permet de gagner l'île de Miyajima, site classé par l'UNESCO. Il longe d'abord des parcs à huîtres, puis apparaît le grand torii qui marque l'entrée du sanctuaire. La marée est basse, de nombreux Japonais se pressent à ses pieds. Dans les rues, biches et daims déambulent sans crainte. Nous partons d'abord à l'extérieur du village, vers le temple d'Aisho-in. Il abrite un ensemble impressionnant de statues bouddhiques de 12 styles et de nombreux bâtiments. Retour vers le centre du village. Un
grand temple du XVIe siècle jouxte une belle pagode à 5 niveaux. Le torii a désormais les pieds dans l'eau. Le sanctuaire d'Itsukushima, bâti au VIe siècle sur pilotis, est toujours au sec. Mais la mer monte et il ne va pas tarder à être entouré d'eau. Une dernière image du torii illuminé, que nous retrouvons pourtant en modèle réduit à l'hôtel. Nous venons d'arriver à Osaka, le moment du départ approche. Nous découvrons le quartier de Namba et ses innombrables boutiques. Les chiens aussi ont leur boutique, avec poussettes, vêtements et même kimono. Dans ce quartier, beaucoup de restaurants, aux façades souvent surprenantes. Les néons et l'énergie bourdonnante des lieux forment une attraction en soi. Avec ses tours hérissées, ses réalisations futuristes, la mode, la technologie omniprésente, une économie prospère, Osaka est comme toutes les autres mégalopoles du Japon une ville du XXIe siècle. Dans le même temps, les Japonais sont toujours très respectueux de leur patrimoine, leur religion et leurs coutumes ancestrales qu'ils veulent maintenir. Ce sont bien ces deux aspects du Japon, Japon présent et Japon passé, intimement liés, que nous venons de découvrir.